Mesdames et messieurs, bienvenue à vous. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Vox Live. Cette émission qui a pour objectif de parler d'actualité africaine, de décrypter l'actualité africaine avec des Africains. Aujourd'hui, je suis entouré de 3 personnalités. Nous avons Émeric Toouignon. Oui. Bientôt, j'aurai l'accent, Émeric, et je vous le promets. Vous êtes journaliste. Nous avons Wilfried Ekanga, vous êtes militant du MRC. Et nous avons Djiby Batili, vous êtes initiateur du Haut Conseil des Sénégalais de l'extérieur. Bienvenue à vous. Alors aujourd'hui, nous avons décidé de parler de l'OUA. L'OUA, à qui appartient-elle, cette organisation? Alors c'est une question qu'on se pose beaucoup, c'est une question qui a fait couler énormément d'encre, mais néanmoins, il faut se la poser, c'est très important, surtout qu'on est dans une période un peu de réformation des différentes institutions, de création d'institutions. Donc c'est le moment qu'on parle de l'organisation de l'UA, l'Union africaine, c'est très important, mesdames et messieurs. Allez, création en 1963, donc l'OUA déjà? L'OUA à l'époque avec 32 ou 33 chefs d'État qui se sont réunis à Addis Abeba pour mettre sur pied cette organisation qui allait permettre l'unité africaine sous l'impulsion du Ghanéen Kwame Nkrumah à l'époque. Il y avait des objectifs qui ont été fixés, c'est-à-dire permettre à ce qu'il y ait une unité des nations africaines. Est-ce qu'on a réussi à atteindre les objectifs aujourd'hui? C'est une question qu'on peut se poser. Et qu'on va se poser dans un instant. Mais c'est vrai que pour parler des pères fondateurs, et c'est très important d'en parler, donc on va les nommer. Il y a Kwame Nkrumah, effectivement, donc du Ghana, Haile Selassie de l'Éthiopie. Donc c'est quand même des personnalités aujourd'hui qui ont marqué leur temps et qui marquent encore aujourd'hui le continent africain. On va parler de Modibo Keïta du Mali, de Sékou Touré de la Guinée. Abdel Nasser de l'Égypte. Donc c'est important de les citer aujourd'hui sur le plateau de Vox. De la Tunisie. Exactement. Donc pères fondateurs, ils ont participé donc forcément aux décolonisations donc de leur pays. Et finalement 1963, création de l'OUA, ancêtre de l'Union africaine. Donc ils avaient des objectifs clairs au sortir des colonisations. On va rappeler, donc vous l'avez dit, il y avait forcément l'unité et la solidarité. Ça, c'était très important pour eux de faire en sorte d'avoir une institution africaine qui allait travailler entre Africains et pour l'Afrique. Donc c'était l'objectif. Il y avait bien sûr soutenir et accélérer le processus de décolonisation. C'était même la raison même de l'OUA. La coopération, le développement du continent africain, comment maintenant nous avons les rênes de nos pays. La mutualisation des compétences. Comment on va faire pour que l'Afrique sorte, entre guillemets, qu'on ait cet essor de l'Afrique. On y croyait, en tout cas en 1963, etc. etc. Donc, protéger la souveraineté, l'intégrité. Finalement, 1963, 2024, on en est à peu près au même point, non? Oui, si j'étais déjà né à cette époque-là, je n'aurais pas cru en un avenir radieux de l'OUA parce que la structure a vu le jour, mais la forme qu'on voulait lui donner, la forme que les pères fondateurs de l'indépendance, les vrais, ont voulu lui donner, n'est pas celle qui a finalement vu le jour. C'était une sorte de pansement alors qu'il fallait procéder à une opération. Nous sommes en 1963. En amont, il y a eu des discussions. D'un côté, on a parlé de 2 groupes qui sont formés, le groupe de Monrovia, le groupe de Casablanca. Vous avez le groupe de Casablanca constitué des États comme les États du Nord avec le Ghana, les États indépendantistes réels, qui, dans la perspective du livre de Kwame Nkrumah de 61, Africa Must Unite, aspirent non seulement une unité africaine réelle, mais à une unité africaine réelle face au paradigme impérialiste extérieurs qui n'ont pas disparu malgré les indépendances sur le papier. Et à côté de Kwame Nkrumah, vous avez des gens avec qui il travaille, Modibo Keïta du Mali, Sylvanus Olympio au Togo, et on se rappelle ce qui est arrivé dans cette période-là. Pour la Guinée qu'on a créé quelques années avant, monsieur Sékou Touré doit faire face au courroux de la France qui sabote totalement l'économie de la Guinée pour faire payer à Sékou Touré son arrogance d'avoir osé vouloir l'indépendance. Vous avez au Cameroun, on donne le pouvoir à ceux qui ne le voulaient pas, à ceux qui ne voulaient pas l'indépendance, André Marambida, Amadou Ahidjo, pendant que les leaders indépendantistes réels de l'UPC, Urbain Omniobé et consorts sont traqués dans la jungle. Vous avez au Mali, en 1962, Modibo Keïta vient de sortir du franc CFA, et évidemment la France ne voit pas ça d'un bon œil. On va le traquer jusqu'à plus tard en 77 où il finira en prison. Vous avez le Togo,
qui au tout début de l'année, Modibo Keïta a rédigé de manière conjointe avec Sylvanus Olympio la charte de l'Union africaine. Mais la manière dont Modibo Keïta et Sylvanus Olympio veulent voir cette Union africaine, enfin cette OUA à l'époque consolidée, n'est pas celle que les impérialistes voulaient voir advenir. De la même manière que leurs valets locaux ont voulu une structure qui sert de rideau, alors que réellement les carcans, les arcanes de la colonisation n'ont pas disparu, et dont Sylvanus Olympio, qui, dans la mouvance de l'indépendance réelle, veut sortir du franc CFA, le 15 janvier 63 se fait assassiner 2 jours plus tôt, et donc l'Union africaine qui advient quelque temps plus tard, je crois au mois de juillet, au milieu de l'année en tout cas, c'est-à-dire c'est une sorte de compromis où ceux qui voulaient l'indépendance réelle n'ont pas réussi à convaincre ceux qui voulaient rester d'une manière ou d'une autre sous le giron impérialiste d'hier, et donc on a fait une sorte de syncrétisme qui a donné quelque chose qui n'était pas réellement de l'ordre de l'autonomie, et donc économiquement, financièrement on est resté afféodé. Politiquement, du point de vue des idéaux, les divergences étaient nombreuses, et c'était, comme je l'ai dit, pensé par le colon qui s'est arrangé dans beaucoup de pays à donner l'indépendance à ceux qui ne la voulaient pas et à vilipender de manière farouche ceux qui la voulaient pour perturber, torpiller littéralement le processus. L'idée, elle était très bonne, mais dans la matérialisation, ça n'a pas été le cas. C'est ce qu'ils ont eux-mêmes constaté à la fin du millénaire, où ils ont dit, bon, on va passer à l'étape suivante, la création de l'UA sur les sondes de l'OUA, parce que l'OUA n'a pas été convaincante. 1963, 2002 quand même. Oui, maintenant, est-ce que l'UA, est-ce que le rejeton... 59 ans oui. Sous l'OUA. Oui, c'est très long c'est très long, pour oui, pour comprendre. Qui ne donne pas de résultats, mais voilà. Il y en a qui étaient toujours convaincus que non, ça vaut la peine, c'est une union qui a un sens, de la même manière qu'on considère comme des pères fondateurs des gens qui, dans la pratique, ne voulaient pas réellement l'indépendance. Et donc, au début de l'année, je termine par là, au début de l'année, au début des années 2000, quand l'UA voit le jour, c'est en réponse au manquement de l'OUA. Sauf que malheureusement, et on le verra sans doute, elle a considérablement reproduit les métastases cancérigènes de ce qui était son ancêtre. Exactement, donc finalement... Ce qu'il faut dire aussi... la dislocation de l'OUA par rapport au port fondateur, les Sénégalais l'ont subi avec la fin de la Confédération du Mali. Donc ça dit que Modibo était le président de la Confédération du Mali. Il y avait le président du Conseil qui était Mamadou Dia. Et Senghor, il se sentait un petit peu exclu de cet aspect-là parce que, je ne sais pas, parce qu'on n'était pas né, mais il prétendait être un petit peu le jeton des Français. Et donc, l'atmosphère qui s'est eue en 1962 avec l'emprisonnement de Mamadou Dia et la dislocation de la Confédération du Mali est une des conséquences de l'OUA. Donc, parce qu'on s'est rendu compte qu'après 62, 65, 66, c'est le coup d'État qui intervient. Soi-disant, c'est des Africains qui veulent changer, parce que c'était des frères fondateurs qui ne respectaient pas les aspirations des peuples et qu'ils ont été tués. Malheureusement, on a Kourouma, Bourguiba, il a été un petit peu, on a mis Ben Ali à la place, etc. etc. Et en 2002, beaucoup de gens avaient espoir disant que avec l'UA, ça allait... Les coups d'État, c'est fini. Avec l'UA, tout va aller fonctionner parce qu'on va avoir une commission avec un secrétariat, etc. etc. Et on s'est rendu compte que le mal est toujours là. Parce que là, beaucoup d'Africains qui inspirent d'avoir leur indépendance, mais financièrement, ils n'ont pas les moyens. Ou bien, c'est des pays endettés. Bien sûr. Voilà, donc... Nous avons souvent un problème en Afrique quand nous mettons nos institutions en place, c'est que nous ne chérissons pas les idéologies ou la mentalité qui a été à la base de la création de ces organisations. L'OUA a connu une déchéance, mais il faut compter également avec la guerre froide qui se menait à l'époque, URSS, États-Unis, et le clivage qui est né à cause de cette guerre froide, même au sein de l'OUA en ce moment-là, où il y avait une partie qui était pro-URSS, il y avait une partie qui était pro-États-Unis, et cela a en quelque sorte gangréné les discussions à l'interne, et cela n'a pas permis à ce que l'organisation puisse véritablement s'asseoir et puisse se développer comme cela se doit. Et ce sont ces difficultés ou ces problèmes qu'il faut
vraiment analyser, ne pas répéter aujourd'hui. L'UA le répète, l'UA continue de perpétuer les erreurs de l'OUA à l'époque et on n'est certainement pas encore sorti de l'ornière. D'accord. Donc 2002, on crée l'Union africaine avec des nouveaux objectifs. Donc on change un petit peu les objectifs. Hein. Et aujourd'hui, clairement, les gens le disent, on n'a pas l'impression qu'il y a eu de réels changements. Mais concernant la volonté, parce que vous l'avez dit dès le début, c'est-à-dire qu'à partir du moment qu'on a à l'intérieur d'une organisation des gens qui n'ont pas forcément les mêmes objectifs, les mêmes velléités, la même volonté, ça ne fonctionnera pas. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Afrique peut parler d'une même voix à travers l'Union africaine? Est-ce que l'Afrique, même s'ils sont à des stades différents, peuvent avoir des objectifs communs et faire en sorte que l'Union africaine puisse finalement répondre et atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés, parce qu'elle s'est fixé des objectifs. Mais déjà c'est un peu ambigu de parler de l'Union africaine. Parce que toutes les organisations sous-régionales ne s'entendent pas. Là, on a parlé de la CEDEAO et de l'AES. Donc, ça dit que, est-ce que si on veut faire des unions au niveau de l'Afrique de l'Est, on a Somalie, Kenya et Somaliland. Donc, ça dit qu'actuellement, le Kenya veut travailler avec Somaliland et que la Somalie n'est pas d'accord parce que Somaliland fait partie de la fédération du Somalie. Donc, vous voyez ce problème-là. Et ainsi, on parle au niveau de l'Afrique du centre, les Grands Lacs. Donc, c'est-à-dire les Grands Lacs, on a actuellement quoi? On dit officiellement avec des experts de l'ONU qu'au niveau du M23, qui est en train de vouloir prendre des territoires au niveau de la RDC, qu'il y a 3 000 à 4 000 soldats rwandais dans ces fortes M23. Donc, vous voyez que là... Donc, on a bien compris, l'Afrique, c'est quand même 55 pays. C'est pas un pays... c'est pas un pays, on se pose la question parce que... Bien sûr, bien sûr. Il y a des divergences sur le continent africain, comme il y a des divergences dans d'autres continents. Pourquoi les divergences vont aller jusqu'au conflit armé? Pourquoi on n'arrive pas, nous, Africains... Oui, il y a la guerre froide. Oui, il y a les blocs russes, blocs et OTAN. Mais pourquoi nous, Africains, on n'arrive pas à avoir nos propres calendriers, géostratégie, notre propre agenda? C'est toute la question à qui appartient l'Union africaine, pourquoi l'Union africaine et à quoi sert-elle aujourd'hui? C'est pour ça qu'on est là, on va essayer de répondre à ces différentes questions. Je vous en prie, Wilfried, je vous bondissez sur votre siège. Non, pas forcément. Je veux dire, je réponds simplement à la question à qui appartient l'Union africaine. En tout cas, pas aux Africains. Sur le papier, elle appartient, il y a marqué Union africaine, mais quand on considère que même le siège de l'Union africaine n'est pas, je sais pas, a été réalisé. C'est incroyable. J'étais à Bruxelles aujourd'hui. Je suis rentré de Belgique tout à l'heure. Je suis passé en allant à la gare du Midi devant le bâtiment de la Commission européenne, et là, je réalise. Nous avons la même structure en Afrique, mais elle pêche par beaucoup d'éléments. Ici, je peux partir de Bruxelles parce que les États de l'Union européenne correspondent peu aux États de l'espace Schengen. Également, il y a une relative libre circulation sur plus de 95% des pays qui composent l'Union européenne. Paradoxalement, en Afrique, ce détail-là ne semble pas trop avoir été un point focal, alors que ça fait partie de ce qu'on appelle l'intégration. L'intégration, bien sûr. Et ça demande, outre l'idéologie de l'intégration, la mise en place des infrastructures d'intégration. Un chemin transafricain de l'Est à l'Ouest, je sais pas, du Sénégal à la Corne de l'Afrique, ou de la côte méditerranéenne jusqu'au Cap de Bonne-Espérance, ainsi de suite. De telles structures ne sont pas envisagées. Et quand elles sont même envisagées, elles font plutôt partie du programme chinois des nouvelles routes de la soie pour leurs aspirations économiques. Et donc l'Afrique est embrigadée dans cette position-là où l'Africain se laisse embrigader dans cette position-là où on dirait qu'il aime bien que autrui réfléchisse à sa place. Bien sûr, et on va en parler dans un instant, mais il y a quand même une question. L'Union africaine, on a l'impression que personne n'y croit, mais il y a quand même aujourd'hui 55 pays qui font partie de l'Union africaine, qui participent aux réunions. Et donc il y a les rendez-vous. C'est des réunions avec des dîners de gala, des costumes. Donc finalement, ils y vont pourquoi? Mais là, l'information, là, actuellement, il y a le secrétaire général qui va bientôt partir.
Mais le débat n'est pas sur la personne. C'est-à-dire, il peut s'en aller, Moussa Faki Mahamat, mais si dans le mode de fonctionnement, on a encore majoritairement des dirigeants jaloux de leur petite souveraineté, tout à l'heure on parlait de Kwame Nkrumah. Quand il est délogé en 66 au Ghana, Sékou Touré, lui, propose la coprésidence de la Guinée-Conakry. On a là deux individus qui pensent réellement à ce qu'est l'unité africaine. Kwame Nkrumah dit en 61, Africa Must Unite. Sékou Touré, 5 ans plus tard, matérialise Africa Must Unite en disant « Moi, je suis prêt à épouser tes idées, tu deviens le deuxième président de la Guinée. » On co-dirige. Modibo Keïta, dans la foulée, demande aux autres pays africains de sortir du franc CFA comme lui pour créer vraiment une souveraineté monétaire à minima de la sous-région à long terme du continent africain. Mais on a des dirigeants qui, parfois par intérêt personnel ou parfois par inféodation totale, et à l'époque on avait... C'est douloureux peut-être de le dire, mais Félix Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire, Léopold Sédar Senghor au Sénégal et évidemment Amadou Ahidjo au Cameroun, qui estimaient que non, on se sent bien quand on est accompagné, quand on est épaulé par la métropole. Et vous mettez ces deux éléments ensemble, ça ne fonctionne pas. Ça aboutit à ce qu'on a aujourd'hui, même sur la question rwandaise. Vous avez quelqu'un comme Paul Kagame qui se dit, bon, enfin qui réalise 2-3 bonnes choses pour son pays. C'est un bon pays en termes de climat des affaires. Le Rwanda, la capitale, est l'une des plus propres d'Afrique, sinon du monde. Mais en même temps, il y a ce que nous appelons au Cameroun le concubinage incestueux avec des forces exogènes, où Paul Kagame, reçoit moins de représailles de la part des grandes puissances que ne le reçoit par exemple le Niger, le Mali, alors que les exactions à mettre au crédit du Congo sont 100 fois pires que ce qu'on peut critiquer chez Ibrahim Traoré, etc. Parce qu'en même temps, il y a une coopération de sponsoring. Vous avez le PSG ici en France qui a sur son maillot Vide Rwanda. Vous avez l'enjeu du coltan où le Rwanda sert de tampon génial pour les puissances occidentales qui vont extraire la matière première derrière un rideau et financer leur économie ici et ainsi de suite. Vous avez donc ces Africains à l'intérieur de l'Afrique qui, quand ils ne sont pas inféodés totalement à l'impérialiste, sont ambigus et font à la fois, ils sont à la fois, on a posé en amont dans une autre émission, la question peut être à la fois de la CEDEAO et de l'AS, peut-être que non, mais on a des dirigeants en Afrique qui sont à la fois africains quand il fait chaud et pro-impérialisme quand il fait froid, parce que, à titre personnel, ça leur assure 2-3 avantages, ça complexifie. Pour le coup, on va parler des avantages. Et effectivement, donc... Ça complexifie énormément, voilà le processus. Bien sûr. Quel est l'intérêt finalement pour ces pays il y a quand même... Avant de parler des points négatifs et de dire que l'Union africaine n'appartient pas à l'Afrique, quels sont les intérêts? Il y a une certaine forme d'intégration basique, mais pas véritablement poussée et assise comme l'auraient pensé les pères fondateurs de l'organisation. Ça, c'est ce qu'on peut appeler de petites avancées, mais ce n'est pas encore concrètement ce qu'on attend. Vous voyez ces guerres à l'interne, le Rwanda qui épaule des groupes rebelles pour attaquer un pays voisin, l'Ouganda qui se met en liaison avec une organisation rebelle pour perpétrer des exactions, des crimes au sein de la RDC et personne, même l'UA ne peut pas se lever pour taper du poing sur la table pour dire non, cela n'est pas acceptable, alors qu'on est une communauté qui doit s'unir, qui doit parler d'une même voix, qui doit essayer d'être une force. Il y a des institutions juridiques dans l'Union africaine. Il y a des institutions juridiques qui décident ou qui jugent des affaires qui ne sont même pas respectées. Les décisions ne sont pas respectées. Donc, si on revient bien, ça veut dire que l'Union africaine est là que pour être le bras armé de l'ONU. Ouais, c'est le triste constat qu'on peut faire. Et malheureusement, les Africains ne sont pas présents au niveau du Conseil de sécurité. Ça fait bientôt 60 ans que les Africains demandent une place au niveau du Conseil de sécurité. Le pire, c'est d'aller demander, de quémander, de faire la courbette pour demander une place au sein du Conseil des Nations Unies. Quand vous devenez fort économiquement, on est obligé de vous accepter, de vous faire une place sur la table. Parce que c'est comme on dit, autour de la table. C'est-à-dire qu'on parle des bienfaits de l'ONU. Il n'y en a pas. Le Sénégal qui va au Cameroun, il est obligé d'avoir un visa. Donc cette intégration n'existe pas. Aujourd'hui, il n'y a pas de... L'ONU, pour moi, de mon entre certains pays, cette intégration quand même... C'est-à-dire qu'on nous parle des libres-échanges.
les libres-échanges, c'est bon gré mal gré, c'est avec l'appui de la Banque mondiale et du Fonds monétaire que les Africains ont réussi à mettre l'aspect des libres-échanges, les zones zèles. Donc ça, on peut dire que c'est bien, mais c'est pas, l'initiative ne vient pas de nous-mêmes. Il vient de la Banque mondiale, il vient du Fonds monétaire. Il y a le marché commun. Oui, mais c'est ça que je vous dis. Voilà, c'est-à-dire que c'est pas une initiative de l'ONU, c'est une initiative venant de la Banque mondiale et du Fonds monétaire. Donc ça dit que c'est la question qu'on te pose de l'utilité. Là, on est là plutôt pour te parler des postes, et après des dîners de débat, des dîners de gala. Oui. Et après, on nous parle que là, actuellement, c'est ton rôle, on en a besoin. Oui. Le Rwanda, il est en train d'attaquer la RDC. Là, on attendait qu'une forte d'interposition de l'ONU au niveau de la RDC. Il y en a, mais tout le matériel, c'est l'ONU qui donne les hélicoptères, c'est l'ONU qui arme les forces de l'Union africaine. Donc là, on te pose des questions. Mais déjà, est-ce que les gens sont d'accord? Je pense qu'il y a plein de visions. Vous dites que le Rwanda attaque la RDC, d'autres disent... Déjà, à l'intérieur, il n'y a même pas de cette cohésion qui est nécessaire pour pouvoir trancher. C'est ce que je veux dire. Pour pouvoir trancher, pour pouvoir prendre des décisions. Est-ce qu'elle existe déjà? Bon, trancher, ça veut dire simple. Ça dit que le Rwanda, peu importe que la RDC a tort ou a raison, mais je dis que je trouve malsain de voir des troupes rwandais sans l'accord de la RDC à l'intérieur de son territoire. Oui, bien sûr. Et puis de toute façon, c'était encore une théorie, enfin un secret de polichinelle jusqu'en 2023, mais ce n'est même plus un secret de polichinelle aujourd'hui. Paul Kagame se défendait d'attaquer le Rwanda, mais depuis le début de l'année, il ne s'en défend même plus. Il a récemment annoncé sur le plateau de France 24 qu'il était prêt à marcher sur Kinshasa, entre autres. Je suis totalement d'accord avec l'argument qui a été évoqué il y a un instant sur l'autonomie financière. Il est hors de question qu'on aille exiger des places au sein du Conseil de sécurité. Quand on aille commander des places, on doit les exiger. Jusqu'en 1971, la Chine n'avait pas une place au Conseil de sécurité. Les États-Unis avaient favorisé Taïwan. Mais Mao Tse-tung a été intelligent de développer la défense chinoise, l'arme nucléaire, notamment au milieu des années 60, et de présenter la Chine comme un grand marché avec une population qui frôlait déjà le milliard d'habitants, où il a posé la condition aux puissances occidentales: si vous voulez faire affaire avec moi et bénéficier de mon immense marché, voici mes conditions. C'est ça la coopération véritable, c'est ça le bras de fer géostratégique que les puissants doivent se mener. En retour, on a à côté une Afrique qui se dit que, comme le disent beaucoup de penseurs africains, que les lions deviendront herbivores demain. C'est-à-dire, on est là, on se plaint que des gens nous ont colonisés, nous ont mis en esclavage, mais on repart vers eux et on leur dit: ah, s'il vous plaît, soyez gentils et permettez-nous d'avoir une place. C'est consolider le mépris. Maintenant, sur la structure, les avantages de l'Union africaine, ils sont durs à trouver. La réponse a été compliquée à répondre tout à l'heure parce que c'est pas la réponse qui est compliquée à trouver, c'est les faits qui ne sont pas là. Quels sont les avantages de l'Union africaine? Si vous me dites que j'y serai invité, j'aurai un beau costume et qu'il y aura de belles jeunes femmes, j'appellerai ça un avantage. Mais là, on est en politique, on n'est pas en villégiature. Et donc, à ce moment-là, il n'y en a pas. Les avantages sont malheureusement ceux que j'ai cités là. Les beaux costumes, les beaux parfums, les dîners, les belles balades, la cosmétique, la photo de famille. Mais après, dans la réalité, il y a le volet du financement qui n'existe pas. Le siège lui-même, il a été créé par les financements chinois. Le budget de l'Union africaine avoisine les 700 millions de dollars. Mais les Africains ne sont pas prêts, ne sont pas disponibles. Ils ont beau dire: oui, désormais, on va aller jusqu'à 75% et l'Union européenne ne contribuera plus qu'à 25%. Bon, déjà, pourquoi ne pas contribuer à 100% quand on veut être autonome? Mais de plus, ils ne vont même pas le faire. C'est encore beaucoup de blabla, beaucoup de verbes, mais la réalisation sera absente. Donc il y a cela, il y a la mise en place des structures d'intégration, comme je le disais tout à l'heure. C'est-à-dire, vous dites: nous sommes une Union africaine, mais le marché commun, vous dites voilà, on est une Union africaine, on sort un marché commun, mais ça va même au-delà de l'exemple que vous venez de citer, monsieur, c'est-à-dire, il y a des États qui ont la même monnaie, le Sénégal, le Cameroun, mais qui ne peuvent pas commercer avec cette monnaie-là, qui est pourtant la même, le franc CFA. Ouais. C'est-à-dire, on a la même monnaie, on part d'Union africaine, et c'est déjà compliqué de se déplacer sur le plan du visa, là encore on peut comprendre. Mais là, on a la même monnaie, le franc CFA. C'est le franc des colonies françaises d'Afrique, quelles que soient les dénominations qu'on donne au sigle aujourd'hui, c'est le franc des colonies françaises d'Afrique. C'est ce qu'il signifie, c'est ce qu'il a toujours signifié. Et on vous dit que la monnaie n'est pas interchangeable dans une Union africaine, c'est impensable.
Maintenant, pour finir, il n'y a pas la discussion politique. Vous avez évoqué la force d'interposition. Non, l'armée, le volet militaire est celui auquel on a recours en dernier ressort. Les Africains doivent se poser les questions. Pourquoi les Africains du Rwanda se font la guerre avec les Africains du Congo alors que les ressources minières sont en Afrique? Pourquoi deux Africains se font la guerre pour une matière première exploitée par l'extérieur? Pourquoi on écoute autrui qui vient semer la zizanie entre nous tout en étant incapable de trouver notre propre voie? Il faut une réelle discussion africaine. Il faut une troisième voie où Tshisekedi appelle Kagame et dit, bon ok, j'admets, je t'ai fait du mal, tu m'as fait du mal, mais à la fin, nous faisons du mal pour qui en fait? Qui est le grand gagnant de l'histoire? C'est pas nous en réalité. Est-ce qu'on ne peut pas trouver, nous Africains, vu que les ressources sont chez nous, un terrain d'entente où nous sommes les seuls gagnants et où nous parlons d'une seule voix contre l'extérieur? C'est bien beau de dire tout ça, c'est-à-dire que je pense qu'ils nous ont pas attendus, ils n'ont pas attendu Vox Live pour comprendre, pour savoir tout cela. Mais qu'est-ce qui fait, mais finalement, qu'est-ce qui fait aujourd'hui? Pourquoi? Mais l'instrumentalisation extérieure, c'est comme les guerres ethniques, les Tutsis et les Hutus à l'intérieur même du Rwanda, c'est pas deux langues différentes. Bien sûr. C'est le même peuple, c'est la même langue, mais des instrumentalisations et des jeux pervers venus de gens un peu plus rusés réussissent à créer des antagonismes au sein d'un même peuple. Et justement, comme je disais tout à l'heure, l'Africain se complaît dans ce rôle-là où il accepte que l'autre vienne discuter, il y a sa place. Oui, le problème, c'est l'Africain. Pour moi, le problème, ce sont les Africains. Qui laissent le poison entrer dans les cœurs, entrer à l'intérieur, la chimère entrer à l'intérieur et créer la division pour mieux régner. Et ça a toujours été la stratégie qui a marché jusqu'à présent. Et tant qu'on ne prendra pas la mesure de la situation à laquelle on fait face, on va répéter l'histoire et tout le temps. Il faut que l'Union africaine prenne véritablement conscience de la chose. Je suis sûr que les dirigeants et beaucoup parmi les dirigeants africains ont pris véritablement la mesure de la situation, mais puisque chacun fait comme il veut. On a dit, on choisit la démocratie, il y en a qui font comme ils veulent, il y en a qui décident de respecter les textes, il y en a sur qui on frappe parce qu'il y a eu des coups d'État, il y en a d'autres qui font des coups d'État institutionnels et on fait la fine bouche. Mais c'est problématique, parce que s'il y en a qui ont conscience de tout ça, ils peuvent prendre la parole, ils peuvent s'organiser, ils peuvent réagir, ils peuvent changer les choses. Donc qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, finalement, on laisse mourir l'Union africaine? Non, parce que pour une simple raison, je vais un peu aborder dans ce sens-là, pour dire le pourquoi. Parce que depuis les indépendances, on est toujours dans des politiques d'urgence. On n'est pas dans les politiques de développement. L'Afrique, depuis 1900, quand il y a eu les indépendances, l'Afrique n'a jamais été dans une politique de développement. L'Afrique a toujours été dans une politique de soigner un bobo que de se développer. Pourquoi? Parce que l'histoire du Rwanda et de la RDC, si la RDC avait des usines de transformation, là, la question de positionnement du Rwanda n'allait pas se poser. Parce que la RDC prend ses ressources d'elle-même et le transforme et le vend dans le marché extérieur. Malheureusement, ce n'est pas des cas. On parle des accès des mines. On ne parle pas des accès des usines, on parle des accès des mines. Donc, tous les puissants étrangers, qu'ils soient européens, russes ou autres, ils n'ont pas l'envie de voir l'Afrique se développer. Parce que le jour que l'Afrique se développera, il n'y aura plus de matières premières dans les usines européennes. Mais ça, pour le coup, on a compris ça, on le sait. C'est pour ça qu'on revient sur le vrai problème. Le vrai problème, ce sont les Africains. Le vrai problème, ce sont les velléités des Africains. Le vrai problème, c'est les objectifs. Quels sont les objectifs des Africains? C'est la correction. C'est-à-dire qu'il faut que l'Africain... Aujourd'hui, on a démontré quand même qu'il était possible de défaire les chaînes et de pouvoir prendre son destin en main. À un moment, il faut que ça bouge. Vous avez dit tout à l'heure, si des dirigeants ont connaissance du problème qu'on a, pourquoi ne parlent-ils pas? On a un problème sociologique en Afrique. Ce problème est celui-ci. De jeunes dirigeants qui ont des vétérans devant eux et qui savent très bien que voilà ce que le vétéran fait, le maquillage de la Constitution, la déconstruction de la Constitution pour en mettre une autre en place juste pour se représenter de manière perpétuelle. Ce n'est pas forcément bien pour les peuples, mais il ne peut pas parler parce qu'il se dit il y a ce qu'on appelle le droit d'aînesse. Et il ne faut pas oublier aussi qu'on a aussi un autre problème, une autre gangrène.
j'ose le dire, ces regroupements de présidents qui se retrouvent dans les loges et qui sont redevables l'un à l'autre et qui peuvent pas se dénoncer parce qu'ils appartiennent à une fraternité. Je me permets de le dire parce que ça, c'est aujourd'hui un secret de Polichinelle, beaucoup le savent. Et ils se protègent. Ils ne peuvent pas se dénoncer, ils ne peuvent pas être en quelque sorte les dénonciateurs de leur père. Et ça gangrène l'Afrique. Et puis, il faut préciser aussi, il y a certains présidents qui sont des chefs de loge. Et c'est d'autant plus vrai que ce n'est que la version voilée du conformisme ouvert qu'on avait dans les années même de la création de l'OUA. Vous avez des gens qui vous disaient, au Gabon, vous avez les Yomba qui dans les années 60, alors que De Gaulle dit « Vous serez indépendant maintenant », les Yomba dépêche son ministre à Paris, supplier le général De Gaulle « Ah non, moi je ne veux pas l'indépendance ». Vous avez donc des gens comme ça, vous avez énormément de pays africains qui ont opéré par un conformisme ouvert. Et ce que vous évoquez sur les loges et la non-volonté dans des cercles ésotériques, la version ésotérique de la non-volonté de s'émanciper, évidemment qui gangrène le continent de plus belle. Donc c'est de ça qu'il est question, c'est-à-dire est-ce que tous les Africains qui sont aujourd'hui à la tête de nos États ont la volonté d'aller là où nous voulons aller? La question est non. Il y en a qui s'en arrangent du système actuel. Et on peut ajouter un troisième élément, le pouvoir communicationnel justement des puissances extérieures. Pour parler d'elles, j'ai bien précisé que au départ, c'est nous-mêmes, parce que rien ne nous empêche de créer des médias qui ont la force de persuasion et qui racontent la vérité africaine. Vous avez aujourd'hui, je ne sais pas qui l'a évoqué sur le plateau il y a un instant, vous avez aujourd'hui le cas tchadien qui a violé la constitution de décembre 2020. Lorsque Idriss Déby perd la vie en avril 2021, la constitution est claire sur la succession administrative. Mais vous avez justement le fils de l'autre qui s'installe et qui est consacré, qui est adoubé par... comme ce qui a été fait au Togo à l'époque. Il a expliqué quand même le président du Sénat comme quoi il était trop vieux. Non, il n'y a aucune explication à avoir. Il n'est pas plus vieux que Paul Biya qui nous explique que lui, il va quand même continuer à exercer le pouvoir. Le président du Sénat au Cameroun aussi est presque aussi vieux que Paul Biya, y compris le président de l'Assemblée nationale. Mais ils ont tous été reconduits. Ils sont tous reconduits chaque année lors des élections de leur chambre. Donc, vous avez ce pouvoir communicationnel là où on est capable de vous installer un putschiste et de vous dire que non, c'est un élément qui garantit la stabilité. Ça vient des mots même d'Emmanuel Macron. C'est pour la stabilité du Tchad, c'était la meilleure parade à trouver. Par contre, le même putsch ailleurs, ça ne l'arrange pas. Donc, on réalise que la question de ceux qui prétendent nous aider depuis l'extérieur n'est pas vraiment le putsch ou la façon d'arriver au pouvoir, mais l'identité conforme ou non conforme de la personne qui opère. Parce que même les démocrates agissent après y avoir été élus, exactement comme les putschistes. Ils enferment, ils emprisonnent, ils accaparent la richesse, ils instaurent un pouvoir militaire alors qu'ils sont des civils, ils sont arrivés par élection. Vous avez les coups d'État constitutionnels. En Côte d'Ivoire, il y a des scénarios incroyables dignes d'un film hollywoodien où le Premier ministre, je ne sais pas par quelle gymnastique, n'est plus là soudain. Et donc, bon, je n'y peux rien, l'appel du peuple, je suis entre le marteau et l'enclume, dont je me représente parce que voilà, les circonstances veulent que je sois là, et ainsi de suite. Et donc vous avez ce discours-là où, quand vous avez des Africains qui veulent vraiment, vous avez utilisé le paradigme de l'aîné et du cadet, mais on peut justement ajouter aussi le paradigme du visionnaire et du soumis, où le visionnaire arrive et dit à son peuple, voici ce que nous devons faire pour être véritablement indépendants. Le pouvoir médiatique que nous n'avons pas et qui vient de l'extérieur, met dans la tête des populations africaines que lui, regardez celui-là, voici les casseroles qu'il traîne, etc., etc. Et on joue comme ça contre nous-mêmes. C'est ce qui a rendu possible l'assassinat d'un homme comme Thomas Sankara. On assassine un homme qui a donné l'autosuffisance à son peuple. L'assassinat d'un homme comme Sylvanus Olympio, qui a voulu créer la monnaie propre à lui, ou encore toutes les misères qu'a subi Kwame Nkrumah jusqu'à sa chute en 66, au point où il se réfugie sur d'autres continents. Vous avez le même problème avec Modibo Keïta. Et aujourd'hui encore, vous avez... bon, ça peut encore se discuter, mais vous avez des gens quand même, moi je suis favorable à l'Alliance des États du Sahel, vous avez des gens quand même qui essayent de mettre sur pied des paradigmes d'émancipation, et on vous explique qu'ils sont le pire cauchemar envisageable. Par contre, vous avez le Rwanda qui officiellement soutient le M23, le mouvement du 23 mars, et qui marche sur Kinshasa pour des questions de matières premières et de positionnement géopolitique, et on vous explique, et vous avez les communiqués de l'Union européenne qui sont très doux. Nous appelons au retour au calme. Il faut un dialogue. Ah, vraiment, il faut de la communication. C'est très doux, ces mots. Par contre, ailleurs, c'est d'une velléité, c'est d'une violence inouïe. Et je termine en citant le président même actuel de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, qui, il y a quelques mois,
Après, il y a un massacre qui a causé 115 morts et 760 blessés à Gaza, dans le sillage des 40 000 morts qu'il y a déjà eu à Gaza par l'État d'Israël, a condamné fermement les massacres de l'État d'Israël sur les Palestiniens. Et je suis totalement d'accord avec lui. Paradoxalement, sur la question du putsch, des massacres dans son propre pays, le Tchad, le communiqué est d'une toute autre teneur. Mes condoléances aux familles endeuillées, il faut qu'on retrouve la voie du dialogue. Il n'y a plus la fermeté alors qu'il est le président de la Commission de l'Union africaine. Il n'y a plus la fermeté où il pourrait faire comme la plateforme Wakil Tama qui a dit, lorsqu'il prétendait vouloir se représenter Idriss Déby, qui a dit « Il est hors de question que tu te représentes parce que c'est un coup d'État, que tu te présentes à l'élection parce que c'est un coup d'État. La Constitution ne te donne pas le droit de te présenter, tu as violé l'élection, tu as violé les textes, tu t'es présenté, tu as prorogé la transition, maintenant tu veux être président, on n'en veut pas. » Donc, il faut non seulement des institutions fortes, mais il faut aussi des hommes forts qui défendent ces institutions-là. Et quand les acteurs, même au sein de l'Union africaine, ne se montrent pas, cohérents, et utilisent le deux poids deux mesures selon les pays et selon les situations, à l'Union africaine, vous m'avez demandé si elle va mourir, elle est déjà morte, il y a longtemps de sa propre mort. Quoi qu'il en soit, c'est un peu le chat qui se mord la queue, c'est-à-dire des institutions fortes, des hommes forts. On le dit, on le répète, on réitère, que ce soit pour l'Union africaine, que ce soit pour les organisations régionales. On le sait et on le rappelle. Depuis que Kadhafi est mort, l'Union africaine est morte. Vous faites le lien aussi ? Pour une simple raison, parce qu'à ce moment-là, on avait une personne au sein de l'Union africaine qui avait financièrement la capacité de soutenir financièrement l'Union africaine. Et deuxièmement, il avait une voix, même si c'est une voix discordante, mais il avait une voix qui portait l'Union africaine. Donc ça, c'est la difficulté de l'Union africaine actuellement, c'est d'avoir un leader africain qui porte la voix de l'Union africaine. Donc, et vous voyez ce que le pouvoir médiatique a fait sur Kadhafi, justement. Bien sûr. Alors, moi, je trouve que c'est quand même problématique de se dire qu'un homme pouvait porter l'Union africaine. Oui, parce que, pour une simple raison, parce que... L'Afrique, c'est quand même 55 pays, ouais, c'est-à-dire que c'est très grave. Ça, c'est un problème si un seul homme, Kadhafi seul pouvait porter l'Union africaine financièrement. Avoir la vision pour le continent africain. Ça dit, si je m'explique, je ne dis pas un seul homme pour porter une organisation comme l'Union africaine. Mais ce qu'on appelle, c'est un homme qui est déclencheur, qui est fédérateur, qui arrive à fédérer. Il n'était pas forcément fédérateur. Mais tout le monde ne gravitait pas forcément autour de Kadhafi. Parce que tout le monde ne gravitait pas au nom de Kadhafi, parce qu'on avait créé au niveau de l'Afrique, c'est le problème de ce qu'on parlait de l'Africain. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous êtes devant moi, vous êtes capable de porter l'Union africaine. Moi, je défends les intérêts de la France, je ferai tout pour qu'on vous discrédite, on vous dit des choses. Alors, je voudrais revenir sur la communication, sur le narratif. Et le problème, je l'ai souligné une fois en écrivant un post sur LinkedIn en disant « Il est inconcevable qu'on ait une Union africaine qui n'a jamais peut-être pensé, investi et créer une agence de presse pour l'Afrique. » Parce que je ne comprends pas comment un média africain soit obligé de s'abonner à l'AFP, à Reuters, pour pouvoir avoir des éléments et traiter des sujets concernant l'Afrique. Il y a peut-être des préalables avant, finalement. Là, non, le préalable, c'est la volonté. La volonté de développer le financement. Bien sûr. Je lisais il y a une semaine le livre de El Hadj Mamadou Gassama, alias El Gas, Les bons ressentiments, dans lequel il met en exergue le paradoxe. Je ne suis pas d'accord avec lui sur ses thèses, mais sur ce volet-là, ce n'est pas faux. Il met en avant le paradoxe qui fait que l'Africain qui prétend s'émanciper, se laisse informer par les détachements africains des médias occidentaux. Le Monde Afrique, RFI Afrique. En fait, on crée des détachements africains pour informer l'Afrique de ses réalités. Il y a de l'argent à l'intérieur des organismes africains. Il y a simplement un déficit de volonté de débloquer cet argent-là pour des choses qui pourraient nous être utiles parce qu'on est plus porté par la jouissance immédiate que par les enjeux futurs. On devrait... Si on crée, je ne sais pas, dans le cas de l'Afrique centrale, je viens du Cameroun, le Cameroun aurait pu créer, je ne sais pas, Info Cameroun, et maintenant la rubrique Sénégal, Info Cameroun Sénégal, Info Cameroun Rwanda, pour qu'à partir de Info Cameroun, on s'informe sur la situation au Rwanda, on s'informe sur la situation... À partir de l'Afrique, on s'informe sur l'Afrique. Exactement, parce qu'aujourd'hui, sur Kadhafi notamment, qui n'est pas un saint, évidemment, il a un passif carrément horrible, il faut le dire, c'est pas reluisant, mais le nouveau Kadhafi, le repenti, entre guillemets,
guillemets, j'exagère, mais je veux dire, le Kadhafi qui, après avoir été déçu par le panarabisme, s'est tourné vers le panafricanisme, ce Kadhafi-là quand même, on pouvait se dire, bon, on ne peut pas revenir en arrière s'il présente aujourd'hui une volonté de passer à autre chose qui peut nous être avantageuse, il est africain. Après tout, pourquoi pas. Mais on a le narratif qui nous a vaincus, le soft power venu d'ailleurs qui a déterminé à notre place qui étaient nos méchants. Quand il voulait qu'il soit bon, il était reçu sur le champ de Mars et on lui dressait une tente à Paris. Bien sûr, avec ses chameaux, etc. Et quand ils ont décidé que nous devons le trouver méchant, ben ils ont décidé qu'il est méchant et nous avons accepté en 2011 qu'il se fasse massacrer parce qu'il tuait son peuple, parce qu'il était un dictateur, etc. Ça doit s'arrêter. Et aujourd'hui, l'Union africaine, comme beaucoup de structures en Afrique, souffre du fait que le jour où vous aurez quelqu'un qui aura des propositions réelles pour créer une véritable Union africaine ou pour pousser l'Afrique vers le haut, pour l'émancipation financière, pour quelqu'un qui va dire on arrête de donner le cobalt et le coltan aux puissances impérialistes et on le transforme en Afrique. On va lui coller des qualificatifs de raciste, sentiment anti-blanc, beaucoup de choses qui discréditent un individu qui ne fait que convoquer la rationalité des choses en disant notre richesse, il y a nous de l'exploiter. Mais ceux qui ont un média, ceux qui ont une puissance communicationnelle supérieure à la nôtre vont nous dire que non, il fait mal de dire ça, parce que dans ce monde des villages planétaires globalisés, où les humains se rencontrent, où règne la fraternité, vous avez quelqu'un qui est encore enfermé dans des ressentis post-coloniaux, sentiments anti-blancs d'hier, c'est comme ça qu'il procède, et Bien ça sûr. fonctionne. Donc des médias forts, c'est très important, ok, mais encore j'insiste, il y a des préalables avant d'arriver à cela. Je pense qu'il y a plein de choses à réformer, notamment concernant l'Union africaine, et on va en parler dans un instant, parce qu'on a un beau plateau ici, sur le plateau de Vox Live, et peut-être qu'on a des solutions éventuellement à proposer à nos dirigeants qui nous regardent. Allez, petite pause et puis on revient. De retour sur le plateau de Vox Live avec nos trois invités. Aujourd'hui, on parle de l'Union africaine. À qui appartient l'Union africaine? Nous sommes en deuxième partie et en fin d'émission et on va parler peut-être solutions. Y a-t-il peut-être des solutions pour avoir une Union africaine forte, une Union africaine digne de ce nom? Alors, on va conclure par cela. Donc aujourd'hui, on en parlait un petit peu en off concernant le financement de l'Union africaine. Et ça, c'est très important pour avoir une Union africaine, pour avoir une institution autonome, souveraine, indépendante, il faut forcément la financer. Moi, j'ai espoir. Pourquoi j'ai espoir? Parce qu'on a déjà actuellement au niveau de la Banque africaine de développement qui fait du travail assez intéressant, assez énorme. Donc, il est en train de travailler sur des fonds de développement sous-régional. Donc là, on a espoir. Donc, les fonds de développement sous-régionaux avec des banques africaines comme exemple, qui sont typiquement africaines. Malheureusement, au niveau de l'Afrique noire, on n'a pas encore des banques vraiment assez solides. Mais ça sera intéressant de donner espoir. De continuer à travailler sur ce chemin-là. Et Émeric, une grosse partie des pays africains ne payent pas leurs cotisations à l'Union africaine et qui empêche finalement l'autofinancement. Il faut que les pays prennent conscience de leur engagement. Quand vous vous engagez à rester dans une communauté, vous payez les cotisations de la communauté pour permettre à la communauté de fonctionner et d'être un bras plutôt véritablement armé et avec des capacités réelles pour pouvoir remplir la mission pour laquelle elle a été mise en place. Autre chose que je voudrais souligner, puisqu'on parle de solutions, il faut déjà essayer de supprimer les sièges d'observateurs. On n'a pas besoin forcément d'observateurs de l'Union européenne, de la Chine, Besoin, mais même c'est un petit mot, c'est un euphémisme de dire besoin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comment on peut expliquer qu'il y ait des observateurs étrangers dans l'Union africaine? Comme s'il y a quelqu'un d'autre, on prend des décisions et d'autres personnes doivent nous dire « Ah, votre décision là, attention, il y a quelques problèmes je dirais pas les observateurs. Mais les observateurs, j'ai pas de soucis. Mais là où j'ai des soucis, c'est les accompagnateurs à la rédaction des contenus des sommets. Donc, ça dit qu'on a souvent des coopérants qui viennent au niveau de la Commission de la Commission africaine pour accompagner les États, pour les aider à corriger ou à mettre en place des communautés. Donc ça dit que c'est même pas seulement, ça dit que si on veut vraiment être indépendant, la première chose, c'est ce qu'on appelle les fameux coopérants qui existent dans les ministères de majeure partie des pays africains. Il va falloir qu'on puisse choisir ce qu'on veut. Donc ça déjà, ça nous permettait, nous Africains, la communauté qu'on va produire nous appartiendra.
Ce que je peux me permettre, hein, le linge sale se lave en famille. Ça résume un peu Oui, la totalement. situation. Exactement, ouais. Mon soutien envers les États de l'AES découle précisément et en premier lieu du fait que la charte portant création de l'Alliance des États du Sahel est un paradigme absolument africain. Il n'y avait pas l'ombre d'une puissance étrangère dans cette affaire-là. Et c'est l'une des raisons de l'animosité que cela crée à l'extérieur, parce qu'il y avait longtemps que les Africains ne s'étaient pas affirmés de telle manière au-delà des simples mots, où les Africains disent on va faire par nous-mêmes, et où ils le font. Donc l'Union africaine, pour moi, répond à la logique de la comparaison que j'ai établie tout à l'heure sur le bâtiment. L'Afrique a beaucoup de bâtiments délabrés, et certains ne sont plus éligibles à la rénovation, il faut les démolir. Je ne crois pas au rafistolage de l'Union africaine. Je pense qu'il faut repartir de zéro, rédiger une nouvelle charte entre Africains sans les observateurs, ce qui signifie sans les financements, parce que les observateurs s'imposent par le fait que, comme c'est eux qui donnent l'argent, ils imposent leur présence. Tu ne peux pas chasser quelqu'un qui te nourrit. Et à partir de là, voilà. Maintenant, pour trouver les financements, il faut réfléchir à comment faire fonctionner l'économie, parce que les financements découlent des cotisations des États membres et l'argent ne tombe pas du ciel. Si on dit ils sont prélevés sur les importations, par exemple, de certaines matières, de certains produits stratégiques qu'on a élus au prélèvement de la taxe, il faut que le pays se dote d'une économie qui lui permette justement de commercialiser en bonne et due forme ce produit-là. Et il faut que, si c'est possible, de le faire de manière sous-régionale, que cela se fasse, ce qui nous fait constater que tous les sujets sont liés. Quand on voit donc à l'intérieur des pays de la zone franc, il est impossible d'interchanger, qu'à l'intérieur des pays de la zone franc, je prends juste l'exemple de la zone franc, il est impossible de faire un réel commerce puisque la monnaie coloniale nous pousse à fabriquer les mêmes produits, ou du moins à commercialiser les mêmes produits, les matières premières qu'on va exporter et qui, en raison de la haute valeur de la monnaie, vont nous rapporter quelques petites devises qui vont nous donner l'impression que oui, l'économie fonctionne et avec lesquelles on va essayer de s'en sortir et de financer la vie quotidienne. Or, à partir du moment où voilà, vous avez ces mécanismes-là, vous avez du mal à créer une économie qui vous permet d'avoir de bonnes importations, de bonnes exportations, qui vous permet donc d'avoir de bons prélèvements sur ces exportations-là, qui vous permet donc d'avoir la capacité de financer l'Union africaine, etc., etc. Donc tout doit recommencer à zéro. On se rassoit, on se pose la question: quels sont les problèmes de l'Union africaine? On les liste tous. Et après, on trouve... Qu'est-ce qu'il faut faire pour remédier à ces problèmes? On les liste tous. Et maintenant, on passe aussi à la question de la contribution des masses populaires, le référendum. En Europe, ici, sur la création de l'Union européenne, il y a eu un référendum, notamment en 2005, qui a été rejeté par le peuple français. L'un des désamours, d'ailleurs, du peuple envers les instances européennes vient du fait que son avis n'avait pas été écouté. Donc, nous, on peut montrer aux Européens qu'on fait même mieux qu'eux. Dès qu'on a fini d'élaborer la charte de l'Union africaine... On la soumet au peuple ? Oui, on la Chaque soumet. pays la soumet à son peuple. C'est ça l'Union africaine. Bien Une sûr, Union africaine qui n'intègre pas les peuples n'est pas une Union africaine. On est d'accord sur ça. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui ça ne fonctionne pas. Les peuples ne se sentent pas du tout concernés par cette problématique. On n'en parle même pas. On n'en parle pas du tout. C'est un non-sujet. Or, ici, les peuples sont appelés à voter même aux élections européennes. Voilà tant de réformes qui me font dire, pour conclure, que rafistoler ce qui est déjà serait bien plus compliqué que commencer à zéro sur une page vierge. D'accord. Et moi, la question à poser à mon collègue: comment les députés de l'Union africaine sont élus au Parlement africain? D'accord. Donc il y a le premier point, à savoir... exécutif. C'est chaque parlement de chaque pays qui décide d'envoyer des députés au niveau de ces instances-là. Ils se disent, ok, le peuple nous a élus, puisque le peuple nous a donné son mandat, nous on sélectionne des députés et on les envoie au Parlement africain. Qui décide quoi, qui vote quelle loi. À un moment donné, je me pose la question. Et Aymeric, tout à l'heure, vous le disiez, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pas mal de pays ne payent pas leurs cotisations parce qu'ils ont déjà des problèmes, ils ont déjà des dettes, ils ont déjà des difficultés à financer leur propre économie. Donc, finalement, on peut les comprendre, le fait de ne pas pouvoir payer... Non, on peut pas les comprendre. Si on les comprend, finalement, personne à un moment donné vous tentez de l'expliquer. À partir du moment qu'on rentre dans une organisation, il faut payer. On ne peut pas payer, on sort. Oui, on sort, mais il faut aussi marquer la solidarité entre Africains. Mais pour l'instant, ça fait plus de mal qu'autre chose, finalement. Je suis d'accord. Mais sur ce dossier, je pense qu'il faut aller dans une pédagogie pour amener les pays à comprendre que nous sommes à l'intérieur. Si l'organisation nous fait du bien, il faut également qu'on Donc, si l'organisation nous fait du bien, donc aujourd'hui, on peut aussi faire le lien, une sorte de corrélation entre l'Union africaine et le manque de volonté de payer
sa cotisation. C'est possible. Moi, là où je vais aborder, c'est dans l'angle de dire que est-ce que l'alibi de la dette n'est pas une alibi? Pourquoi? Parce que quand tu regardes la France fait partie des pays les plus endettés au niveau de l'espace de l'Union européenne. Et pourtant, c'est l'Union européenne qui va dans le marché, qui emprunte pour la France. Et donc, je me dis que nous, on a déjà la Banque africaine de développement. Pourquoi la Banque africaine de développement ne peut pas faire ce que la Banque européenne d'investissement fait? Donc, ça veut dire que, pour moi, si on veut vraiment renforcer l'Union africaine, oui, c'est que déjà le peu qu'on a, je pense que la cotisation n'est pas énorme. Ce n'est pas des milliards, un peu. Donc, ça dit que si, malgré que la dette, on arrive en tant qu'Africain d'être à jour de nos cotisations, on renforce financièrement la Banque africaine de développement, et la Banque africaine de développement aura les capacités financières déjà de développer des projets d'infrastructure pour accompagner ces pays-là qui sont sous-développés ou qui sont endettés. Moi, je vais être radical. Pourquoi? Si les pays ne veulent pas payer leurs cotisations ou ne peuvent pas payer leurs cotisations, c'est qu'ils ne peuvent pas et que finalement, l'Union africaine n'a pas vocation ou n'a pas raison même d'exister. Donc si c'est ça, oui, il faut dissoudre. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut recommencer à zéro parce que l'argent n'est pas ce qui manque en Afrique, oui, c'est l'absence de volonté de débloquer. Récemment, il y a eu des élections en Afrique du Sud et l'une des raisons pour lesquelles l'ANC a perdu justement sa majorité absolue pour la première fois depuis les années Mandela, depuis même que voilà, l'apartheid a pris fin, c'est parce que de Thabo Mbeki à Jacob Zuma jusqu'à Cyril Ramaphosa aujourd'hui, l'ANC s'est rendu coupable de malversation financière colossale. On parle de 30 milliards d'euros. C'est le PIB du Burkina Faso. Au Cameroun, chez moi, vous avez des détournements de fonds qui ne disent pas leur nom. Au Sénégal, partout en Afrique. Et donc, vous voyez que les dirigeants africains qui déjà ont énormément de mal à préserver la fortune nationale pour leur population, ont d'autant plus de mal à mobiliser cette fortune-là pour les enjeux panafricains. Ça complique énormément la chose. Il faut déjà savoir si la Banque africaine de développement est vraiment une banque africaine pour accepter encore par paresse justement d'être assujettie, enfin, que c'est une banque qui se charge de nos cotisations dans une union que nous avons voulu et à laquelle nous entendons participer. Donc ça souffre de beaucoup d'éléments. Récemment, j'analysais un peu la question colombienne où je voyais que sous la présidence de M. Juan Manuel Santos en 2011, la Colombie, après y avoir noué le dialogue avec les FARC, a soumis les résultats du dialogue à la population pour demander est-ce que vous êtes d'accord avec les conclusions des pourparlers de paix avec les FARC, parce que c'est vous que les FARC tuent, c'est vous que ça concerne, donc on vous y implique. À plus forte raison, nous, dans ce paradigme de l'Union africaine, devrions nous impliquer les populations, déjà pour qu'elles sachent ce qu'est l'Union africaine, pour qu'elles sachent ce que nous recherchons, pour qu'elles sachent pourquoi il faut une intégration. Et de toute façon, même si on est assez paresseux pour déléguer la contribution à la Banque africaine de développement, pour créer l'inclusion véritable de nos populations, il faudra créer des infrastructures, des routes, des ponts, des canaux, des chemins de fer, des voies ferrées. Et si même là encore faciliterait l'intégration des peuples. Et si même là encore on dit que bon, vu qu'on n'y arrive pas, on laisse la chose à d'autres, c'est exactement ce qui a lieu aujourd'hui. Les routes de la soie construites par la Chine, non pas pour nous, mais pour les conteneurs chinois qu'on verra déambuler tous les jours de l'Interland vers les ports pour exporter les produits chinois. Et après nous nous plaindrons que les Chinois viennent nous faire ce que les Européens nous ont fait. La nature ayant horreur du vide, c'est de bonne guerre. C'est comme ça que ça se passe. On est totalement d'accord. Nous sommes presque au terme de cette émission. On va clôturer avec la réponse à cette question. L'Union africaine appartient-elle à l'Afrique? Monsieur Émeric, qu'avez-vous à dire aux téléspectateurs qui nous regardent? Je ne voudrais pas répondre non ou oui à cette question. Je vais juste dire qu'il faut qu'on travaille à ce que l'Union africaine appartienne véritablement et totalement à l'Afrique pour le bonheur des Africains, pour le bien des Africains et des Africains seulement. L'Union africaine peut-elle appartenir à l'Afrique et aux Africains? Wilfried? Sous cette forme, elle appartient à l'Afrique autant que ce plateau nous appartient. C'est-à-dire, pour l'instant, nous y sommes, mais dans quelques instants, on nous demandera de partir. Une Union africaine véritable appartiendrait à l'Afrique si elle est dictée, définie, écrite, financée par les Africains, ce qui n'est pas le cas actuellement. Monsieur Bathily. Appartiendra à l'Afrique.
Oui. Elle appartiendra à l'Afrique? Oui. N'appartient pas encore à l'Afrique? Non, ça appartient pas Mais à elle l'Afrique. appartiendra. Vous y croyez? Appartiendra à une condition, comme dit mon collègue, que les États soient à jour de leurs cotisations, que des projets qui sont pour l'Afrique soient pas des Africains, pour les Africains, vers l'Afrique. Ça donnera à l'organisation son vrai rôle qui est la coopération, l'entraide. Et aussi, on aimerait bien voir cette fameuse force d'incorporation au niveau des pays qui en ont besoin, comme la RDC, au niveau de certains pays comme le Mali, le Niger, le Burkina Faso, vraiment que l'Afrique soit là pour les Africains. Wilfried, je vous vois en train de vouloir dire quelque chose. Non, j'écoutais religieusement ce qu'il était en train de dire et j'approuve totalement. En fait, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On le voit même déjà dans l'environnement familial. Celui qui finance a littéralement un droit de suzeraineté Exactement. sur les autres membres de la famille, quand bien même il serait le cadet. On ne peut pas aujourd'hui vouloir les avantages de l'Union africaine et ne pas assumer les inconvénients. Derrière les réunions, les costumes, les dîners de gala, il y a l'exigence de travailler pour avoir les financements, Exactement. pour avoir les réformes politiques. Et si les dirigeants africains actuels ne s'en sentent pas capables, qu'ils libèrent le plancher et cèdent le pouvoir à beaucoup de personnes qui, au sein de leur population, assumeraient cette fonction-là sans la moindre difficulté. Il n'est pas bon de vouloir conserver le pouvoir, on le voyait avec Mamadou Doumbouya dans une autre émission, pour les avantages que cela confère au point de museler l'opposition, mais de se retrouver ou de se déclarer incompétent ou en grande difficulté quand il faut réaliser les réformes sur lesquelles on a ce pouvoir-là. Pouvoir rime avec devoir. Exactement, pouvoir rime avec devoir et on insiste aussi sur la volonté. Tout commence par une volonté de vouloir faire et de vouloir faire ensemble et de vouloir faire pour l'Afrique et avec les Africains et seulement pour les Africains. Donc voilà, mesdames et messieurs, on va clôturer sur ces belles paroles. Merci à tous nos intervenants d'être venus parmi nous. Merci à vous, téléspectateurs qui nous suivez chaque jour sur Vox Africa. N'hésitez pas à commenter cette émission. On lit tous les commentaires. Et si vous souhaitez participer à nos différents débats, envoyez-nous un message et bien sûr, une place sera pour vous. Voilà, à très bientôt pour un nouveau numéro de Vox Africa, cette émission qui décrypte l'actualité africaine par les Africains et pour les Africains. Bye bye. Vox Africa. Vox Live, votre nouveau rendez-vous. Retrouvez-moi tous les soirs du lundi au vendredi à 18h30 GMT pour parler d'actualité africaine. Vox Africa. Dans un monde en perpétuelle mutation, dans un monde en constante évolution, il est vital d'être le meilleur. Un meilleur doté d'une formation à toute épreuve. La formation à la vie qui nous attribuera des qualifications qui feront de nous des champions. Chez nous, nous ne formons pas seulement des diplômés, mais des champions capables de s'intégrer partout dans le monde. Les champions d'Afrique, les champions du monde. Depuis le Cameroun, nous formons la crème de l'Afrique. À Bansoa et à Bafoussam, dans l'ouest, les génies de l'agro-pastoral. À Yaoundé, les maîtres de la traduction et de l'interprétation. À Douala, les as de la technique et du commerce. Très tôt, nous apprenons sans plonger dans la réalité du métier de leurs rêves, pour devenir les meilleurs des meilleurs, les champions des champions d'Afrique et du monde. Chez nous, à l'Institut universitaire d'Afrique, la passion est au cœur de l'apprentissage. Vox Africa. Vox Live, votre nouveau rendez-vous. Retrouvez-moi tous les soirs du lundi au vendredi à 18h30 GMT pour parler d'actualité africaine. Vox Africa.